À 25 ans, dans le quartier pauvre de Kobanza, tout le monde connaissait la misère des autres. On savait qui avait faim, qui devait 3 mois de loyer, qui se disputait chaque soir avec le propriétaire, qui cherchait du travail depuis trop longtemps. Les ruelles étaient étroites, bruyantes, remplies d'odeurs de charbon et d'eau stagnante. Pourtant, au milieu des petites maisons en tôle cabossée, une seule maison brisait l'harmonie du chaos, celle de Lomé Kalondo. Trop grande. Trop propre. Trop silencieuse. Comme si la pauvreté avait été interdite d'entrer. Chaque fois qu'un voisin traversait sa cour, il jetait un regard discret vers les vitres brillantes, vers les meubles qu'on apercevait à travers les rideaux. Le quartier entier murmurait. Comment un jeune sans travail, sans diplôme, sans famille riche pouvait-il changer de téléphone toutes les 2 semaines, acheter des baskets introuvables, recevoir des colis mystérieux même les jours où personne ne reçoit rien? L'argent semblait pousser dans sa maison. Personne n'osait poser de questions, mais tout le monde observait. Le jour, Lomé souriait, riait fort, jouait aux cartes avec ses amis, marchait dans les ruelles avec l'air d'un jeune homme normal. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient et que le quartier dormait, quelque chose en lui changeait. Son regard devenait froid. Son pas devenait léger. Son cœur se mettait à battre comme celui d'un homme qui vit dans l'ombre. Il sortait avec un sac vide, et revenait avant l'aube avec un sac plein. Silencieux comme un souffle. Invisible comme un secret. Et puis il y eut le vol qui fit basculer son destin. Celui commis dans la maison des parents de Kenyan Dossou, son ami d'enfance parti vivre en Europe. Cette nuit-là, il vola l'argent, les téléphones, la télévision. Le lendemain, il vint présenter ses condoléances comme un fils adoptif. Le père, le regard sombre, lâcha une phrase qui transperça l'air comme une malédiction. Un voleur finit toujours par payer. Toujours. Lomé rit intérieurement. Il pensait que ce n'était qu'une parole. Pourtant, ce soir-là, sans le savoir, le poids invisible venait déjà de s'accrocher à lui. À 12 ans, Lomé Kalondo marchait souvent tête baissée dans les ruelles poussiéreuses de Kobanza. Chaque jour, il traversait le marché en silence, évitant les regards moqueurs des autres enfants. Son t-shirt trop grand, son pantalon troué et ses sandales usées trahissaient la pauvreté qu'il tentait de cacher. Il comprenait déjà que la misère, dans ce quartier, collait à la peau comme une seconde ombre. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, il entendait les murmures, « Voilà le fils de la femme qui n'a même pas de quoi acheter du riz. » Ces mots entraient dans son cœur comme des aiguilles. Un après-midi, alors qu'il accompagnait sa mère au marché, elle se fit humilier par une vendeuse. Il suffit d'un retard de paiement. La femme cria, insulta, attira l'attention de tous. Devant la foule, la mère de Lomé tenta d'expliquer, mais sa voix tremblait. Lomé n'avait que 12 ans, mais il sentit une brûlure intérieure, un mélange de honte et de colère. Ce jour-là, il comprit que la pauvreté n'était pas seulement un manque d'argent, mais une humiliation quotidienne. Quand la vendeuse chassa sa mère d'un geste brusque, il jura intérieurement qu'un jour, personne n'oserait plus regarder sa famille comme des mendiants. Cette scène resta gravée dans l'esprit de Lomé. Il en fit des cauchemars. Il entendait encore les rires moqueurs, les insultes, les soupirs de sa mère. Un sentiment lourd s'installa en lui, la conviction que la pauvreté était une prison, et qu'il fallait en sortir coûte que coûte. À l'école, il observait les élèves plus aisés avec une jalousie amère. Ils avaient des fournitures neuves, des vêtements propres, des repas complets. Lui serrait la faim en silence. À 13 ans, il commença à percevoir l'injustice du monde. Pourquoi certains avaient tout sans effort, pendant que sa mère se tuait au travail? Alors, sans en parler à personne, il prit une première décision, ne plus subir. Il commença à traîner avec des garçons plus âgés, ceux qu'on appelait les débrouillards. Ils avaient toujours un billet, toujours un secret, toujours une astuce. Lomé les observait, apprenait en silence. Il les suivait dans les ruelles, notait leurs gestes, leurs stratégies, leur audace. Petit à petit, il fit de petits services, porter un sac, surveiller une ruelle, signaler un garde qui s'approchait. Rien de grave au début. Mais chaque pièce qu'on glissait dans sa main lui donnait l'impression d'être un autre enfant, un enfant qui reprenait du pouvoir. À 15 ans, Lomé n'était plus le petit garçon humilié du marché. Il marchait différemment, regardait le monde autrement.
La colère silencieuse qu'il portait se transformait en ambition farouche. Il voulait offrir une meilleure vie à sa mère, mais surtout, il voulait effacer tous les souvenirs de honte. Les nuits où il n'arrivait pas à dormir, il se répétait « Je ne serai jamais pauvre comme eux ». Cette promesse devint une obsession. Sans le savoir, il avançait vers un chemin dangereux, un chemin où chaque pas qu'il ferait l'éloignerait un peu plus de l'innocence. Index revers pointant vers la droite blanc le moment où tout bascule approche. À 16 ans, Lomé Kalondo sentait une impatience étrange grandir en lui. Il n'était plus l'enfant humilié du marché, mais un adolescent pris entre la faim et la colère. Chaque fois qu'il voyait sa mère compter les pièces du soir en tremblant, son cœur se serrait. Il marchait dans le quartier en observant tout, les portes mal fermées, les ruelles sans lumière, les boutiques sans caméra. Le monde lui semblait rempli d'occasions invisibles. Pourtant, il hésitait. Il savait que franchir une seule ligne pourrait changer son destin. Mais certaines nuits, il sentait que cette ligne l'appelait comme une voix familière. Un soir, alors qu'il traînait près d'un kiosque à pain, il aperçut un homme fermer sa boutique à la hâte. Le commerçant, distrait par un appel, oublia de verrouiller le petit tiroir où il gardait la monnaie du jour. Lomé sentit son cœur s'accélérer. Personne dans la rue. Aucun voisin au balcon. Rien que la nuit, chaude et silencieuse. Une occasion parfaite. Ses mains devinrent moites. Il entendait son souffle résonner dans ses oreilles. Pendant quelques secondes, il hésita entre partir ou tenter l'interdit. Puis une pensée glissa dans son esprit, ceux qui ont peur restent pauvres toute leur vie. Lomé s'approcha du kiosque comme un voleur qui s'ignore encore. Chaque pas semblait lourd, chaque seconde rallongée. Il sentait dans son ventre un mélange étrange d'excitation et de panique. Il ne voulait pas devenir mauvais, il voulait juste sortir du piège où la vie l'avait enfermé. Quand il ouvrit le tiroir, il trembla en voyant les billets froissés. Pas beaucoup, juste assez pour acheter un sac de riz. Il prit l'argent d'un geste brusque, puis s'enfuit en courant. Toute la nuit, il se retourna dans son lit, la culpabilité l'écrasant comme une pierre. Mais au fond, une étincelle nouvelle venait de naître. Après ce premier vol, tout sembla plus simple. La culpabilité s'effaça lentement, remplacée par une fin nouvelle, la fin de ne plus subir. Il commença à suivre les anciens du quartier, ceux qui connaissaient les ruelles comme leur propre paume. Il apprit à observer les fenêtres fragiles, les boutiques mal surveillées, les habitudes des commerçants. À 17 ans, il fit son premier vrai coup, voler un téléphone dans une boutique en plein jour. Son cœur battait si fort qu'il crut défaillir. Pourtant, quand il vendit l'objet et sentit les billets dans sa main, il comprit qu'il ne voulait plus revenir en arrière. À 18 ans, Lomé n'était plus un simple adolescent pauvre. Il avait développé un instinct, une précision, une audace que même les plus grands voleurs du quartier avaient remarqué. Il ne tremblait plus devant le danger. Il ne se posait plus de questions morales. Chaque vol nourrissait une idée qui le consumait de l'intérieur, la pauvreté est un choix. Moi, j'ai choisi de m'en sortir. Sa haine de la misère devint une véritable obsession. Et sans le savoir, en s'éloignant de l'innocence, il ouvrait une porte qu'il ne pourrait plus jamais refermer. À 19 ans, Lomé Kalondo n'était plus un amateur qui tremblait en volant un kiosque. Il était devenu un jeune homme dont les pas glissaient dans la nuit comme une ombre vivante. Le quartier, sans le savoir, parlait déjà de lui, celui-là, il a quelque chose, l'argent le suit. Cette phrase gonflait son ego. Chaque soir, lorsqu'il sortait discrètement de la maison en laissant sa mère endormie, il sentait dans ses veines une chaleur dangereuse. La nuit lui appartenait. Il avait compris que le monde était plein de failles, et lui seul savait comment les exploiter. Un soir, il découvrit presque par accident une maison dont les fenêtres n'avaient jamais été bien fermées. Le propriétaire, un vieil homme maladroit, oubliait souvent de vérifier les serrures. Lomé entra sans craindre quoi que ce soit. Il déroba de l'argent, quelques objets de valeur, puis ressortit comme un souffle. Ce vol parfaitement exécuté fut un déclic puissant. Il réalisa qu'il pouvait entrer là où personne ne l'attendait. Plus les vols devenaient faciles, plus il se sentait invincible. Chaque réussite nourrissait une fierté toxique qui l'élevait au-dessus des lois et du quartier. Et cette sensation, il en devint dépendant. À 20 ans, Lomé vivait une double existence.
Le jour, il se comportait comme un jeune respectueux, saluait les voisins, aidait même les anciens à porter leurs courses. Le soir, il disparaissait dans les ruelles et revenait avec un sac lourd. Cette duplicité le fascinait. Il aimait l'idée que tout le monde le voyait comme un bon garçon alors qu'il était autre chose. Mais avec cette fierté arriva une ombre plus sournoise, la paranoïa. Chaque fois qu'un voisin lui posait une question simple, il croyait entendre un piège. Chaque regard prolongé lui semblait une accusation silencieuse. Craignant d'être découvert, il décida de perfectionner son article. Il observait les gardiens de nuit, leurs horaires, leurs moments de fatigue. Il apprit à écouter les maisons, les pas, les bruits, les silences. Il savait repérer une serrure fragile d'un seul coup d'œil. À 21 ans, il volait dans des boutiques, des ateliers, des maisons cossues à la périphérie. Il économisait chaque franc volé, achetait des objets luxueux par petites touches pour ne pas éveiller les soupçons. Son visage restait neutre, mais à l'intérieur, il se voyait déjà comme un prince né dans un quartier trop petit pour lui. Pourtant, plus il réussissait, plus la peur s'insinuait. Certains soirs, il se réveillait en sursaut, persuadé qu'on frappait à sa porte. À 22 ans, sa paranoïa devint une présence constante. Il surveillait chaque ruelle, mémorisait chaque pas derrière lui, croyait entendre des murmures dans la nuit. Mais malgré cette tension, il ne pouvait plus s'arrêter. Chaque vol lui donnait l'illusion d'être maître de son destin. Ce sentiment de puissance devint son refuge et son piège. Il ne savait pas encore que cette confiance toxique l'amènerait bientôt à commettre le vol qui changerait toute sa vie. À 23 ans, Lomé Kalondo pensait maîtriser la nuit mieux que son propre souffle. Pourtant, ce soir-là, sa main trembla légèrement lorsqu'il se glissa dans la ruelle menant à la maison des parents de Kenyan Dossou, son ami d'enfance. Il connaissait chaque pierre du chemin, chaque fissure du mur, chaque odeur de cette maison. Il y avait passé des fêtes, des repas, des nuits entières à rire comme un fils de la famille. Mais cette nuit-là, il ne venait pas en ami. Il venait avec un sac vide. Et cette contradiction, froide et silencieuse, faisait battre son cœur plus vite que d'habitude. La fenêtre qu'il visait était toujours mal fermée, il le savait depuis l'enfance. En la poussant doucement du bout des doigts, il ressentit un frisson étrange. La maison dormait profondément. Les parents respiraient calmement, inconscients de l'ombre qui avançait vers leur placard. En fouillant, il découvrit une mallette noire soigneusement dissimulée. Lorsqu'il l'ouvrit et vit les liasses de billets bien rangés, son souffle se coupa. 2 millions, tout en espèces. Un montant qui pouvait changer un destin. Mais en refermant la mallette, une pensée inattendue traversa son esprit. Pourquoi eux? Cette question le piqua comme une aiguille. En sortant de la chambre, une sensation lourde se posa sur sa poitrine. Il n'avait jamais ressenti une telle gêne. Ce n'était ni la peur d'être attrapé, ni la culpabilité habituelle. C'était plus profond, plus intime. Une voix discrète lui soufflait qu'il venait de franchir une limite sacrée. Il avait volé des inconnus, des commerçants, des riches, mais jamais quelqu'un qu'il avait aimé comme un fils. En quittant la maison, il marcha plus vite, comme s'il voulait échapper à son propre acte. Pourtant, même en respirant l'air de la rue, il sentit que cette nuit resterait collée à son âme. Le lendemain, lorsque Kenyan l'appela depuis l'Europe pour lui demander de vérifier si ses parents allaient bien, Lomé sentit son cœur se tordre. Mais il n'hésita pas. Il enfila un t-shirt propre, prit une posture normale et marcha jusqu'à la maison qu'il avait trahie la veille. Quand les parents l'accueillirent avec soulagement, il sentit une brûlure dans sa gorge. Il s'assit avec eux, les écouta raconter calmement qu'on les avait volés. Il hocha la tête, posa des questions, joua le rôle du fils inquiet. Tout en lui souriait extérieurement, mais en dessous, quelque chose commençait lentement à se fissurer. À un moment, le père de Kenyan serra les poings et prononça d'une voix lourde, « Un voleur finit toujours par payer. » Toujours. Ces mots tombèrent sur Lomé comme un coup invisible. Un frisson lui remonta le long de la colonne vertébrale. Il joua encore quelques minutes le rôle du bon ami, mais en quittant la maison, son pas devint plus hésitant. Il ne le savait pas encore, mais cette phrase, prononcée comme une simple colère de père blessé, venait de devenir un avertissement spirituel. Une prophétie discrète, prête à se réaliser. Index revers pointant vers la droite blanc bientôt, la nuit l'amènera vers la villa qui scellera son destin.
À 25 ans, alors qu'il se rendait dans une autre ville pour revendre quelques objets volés, Lomé Calondo s'arrêta net au bout d'une grande avenue silencieuse. Devant lui, une villa blanche s'élevait comme une apparition. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à voir une telle démesure, murs impeccables, portail électronique imposant, caméra à chaque angle, gardien au costume parfait. Les voitures de luxe stationnées devant brillaient comme des bijoux sous le soleil. Pendant quelques secondes, Lomé resta immobile, hypnotisé. Cette maison n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration de pouvoir. Et son cœur ressentit immédiatement un appel étrange. Il s'installa sur une petite terrasse non loin de là, feignant de boire un jus, mais ses yeux ne lâchaient pas la villa. Chaque détail l'attirait davantage, les vitres teintées, les arbres soigneusement taillés, les gardiens qui changeaient de poste comme une chorégraphie calculée. Il demanda à la serveuse qui habitait là. Elle répondit simplement, un grand homme d'affaires, l'un des plus riches du pays. Ces mots frappèrent Lomé en plein cœur. Il sentit une chaleur dangereuse monter en lui. Il avait déjà volé des maisons riches, mais jamais quelque chose d'aussi majestueux. Son esprit commença à imaginer l'impossible. Cette vision fit naître en lui une ambition dévorante. Il ne pensait plus à ses ventes ni à ses vols ordinaires. Tout son être se focalisait sur cette demeure. C'était comme si la villa lui parlait, « Regarde ce que tu n'auras jamais ». Cette pensée le blessa autant qu'elle l'excita. Il se demandait ce que renfermaient ces murs, bijoux, coffres forts, argent, objets rares. La richesse palpable l'aveuglait. Il oublia ses limites, ses peurs, même la phrase menaçante du père de Kenyan. Il ne voyait plus la prudence, seulement l'occasion. Et il avait toujours répondu aux occasions. Pendant plusieurs jours, Lomé revint au même endroit, parfois sous la pluie, parfois sous un soleil brûlant. Il observait tout, les va-et-vient des gardiens, les horaires des voitures, la durée d'ouverture du portail. Il mémorisait chaque détail comme un élève studieux devant un examen. Plus il observait, plus le désir grandissait. Cette maison n'était plus un simple bâtiment, elle devenait un objectif. Un défi. Un symbole à conquérir. Finalement, il prit une décision silencieuse mais irréversible. Il volerait cette villa, quoi qu'il en coûte. Il ignorait qu'à ce moment précis, sa vie commençait à basculer vers quelque chose de plus sombre. Une nuit, après des jours d'observation, il sentit que le moment était venu. Tout semblait aligné, le mouvement des gardiens, la lumière éteinte à l'arrière, le portail qui s'était mal refermé. Son cœur battait comme un tambour. Il n'y avait plus ni peur ni doute, seulement une ambition brûlante qui l'aveuglait. En s'approchant doucement du mur, il ressentit un frisson, non pas de peur, mais d'excitation pure. Il n'imaginait pas qu'il ne s'apprêtait pas à voler une maison, mais à entrer dans un piège spirituel. Cette nuit-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude, mais Lomé Calondo ne le sentit pas. Son cœur battait trop vite, poussé par une euphorie qui lui brouillait le jugement. Après des jours d'observation, il se glissa derrière le mur de la villa avec l'agilité d'un félin. Un bond rapide, un atterrissage silencieux, et il se retrouva dans le jardin immense. Les arbres bien taillés projetaient des ombres longues qui dansaient au rythme du vent. Malgré la grandeur inquiétante du lieu, Lomé ne ressentait aucune peur. Pour lui, cette maison était un coffre ouvert, un trésor offert à son audace. Il traversa le jardin. Les gardiens parlaient à l'avant, laissant l'arrière totalement vulnérable. Il trouva une petite porte discrète, qu'il poussa du bout des doigts. Elle grinça légèrement, mais Lomé ne s'arrêta pas. À l'intérieur, le sol brillait comme du marbre neuf. Les murs étaient ornés de tableaux qui semblaient valoir une fortune. Il avançait lentement, la bouche entr'ouverte, fasciné comme un enfant qui découvre un monde magique. Mais ce n'étaient ni les tableaux ni les lustres qui attirèrent son attention, c'était une mallette sombre posée à côté d'un lit immense. Elle semblait l'attendre, parfaitement visible. En s'approchant, ses mains tremblèrent d'excitation. Il ouvrit la mallette d'un geste rapide, presque impatient. Son cœur s'arrêta. Des piles de billets parfaitement rangés, des liasses épaisses comme des briques. 30 millions. Le souffle de Lomé se bloqua dans sa gorge. Jamais il n'avait vu une telle somme de sa vie. Tout son être vibrait d'un mélange d'euphorie et d'insouciance. Il ne pensa ni au danger, ni aux conséquences, ni même à la logique.
Il ne se demanda pas pourquoi une telle somme était laissée là, sans cadenas. Pour lui, c'était un cadeau. Un miracle tombé du ciel. Il referma la mallette avec une décision déjà prise. Sans hésiter, il la saisit, la glissa sous son bras et ressortit par le même chemin. Toujours sans bruit. Toujours invisible. Dans le jardin, il se surprit même à sourire, comme un homme qui venait de gagner un pari impossible. Une fois dehors, il marcha vite, presque en riant. L'imprudence guidait chacun de ses pas, plus forte que la raison. Il ne vérifia même pas si quelqu'un l'avait vu. Pour lui, la nuit était son allié, son protectrice. Et ce soir-là, il se croyait intouchable, presque béni. À son retour chez lui, il verrouilla la porte, posa la mallette au milieu du salon et l'ouvrit encore une fois, juste pour ressentir le choc une seconde fois. Les billets étaient toujours là, parfaitement rangés, éclatants. Il se mit à rire, un rire nerveux, euphorique, presque enfantin. Il pensait avoir accompli le coup de sa vie. Il pensait que l'histoire venait de lui sourire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans cette mallette il n'avait pas seulement pris de l'argent, il avait pris un fardeau, un piège, un contrat invisible. Au matin, lorsque Lomé Calondo ouvrit les yeux, la lumière douce du soleil filtrait déjà par les rideaux. Il avait dormi comme un roi, bercé par l'idée qu'il possédait désormais 30 millions. Il s'étira, sourit, puis tourna la tête vers la mallette restée sur la table. Rien n'avait disparu. Rien n'avait bougé. Il se leva avec un sentiment étrange de puissance. Mais au moment où il attrapa son téléphone pour vérifier l'heure, un message apparut sur son écran. Un message venu de nulle part. Un message qui lui fit figer le souffle avant même de finir de lire. Le message disait simplement, « Vous devez dépenser les 30 millions aujourd'hui. Sinon, un de vos proches mourra. » Lomé fronça les sourcils. Il regarda autour de lui, comme si quelqu'un aurait pu se cacher dans son salon. Puis il éclata de rire. Pour lui, c'était un canular. Une plaisanterie d'un voisin jaloux, ou peut-être un numéro inconnu qui s'amusait. Il répondit même par une insulte légère avant de reposer le téléphone. Mais malgré son rire, une sensation bizarre persistait. Comment ce numéro connaissait-il exactement le montant dans la mallette? Il secoua la tête, refusant d'y réfléchir. Pendant les minutes qui suivirent, une tension silencieuse monta en lui. Il tenta de se convaincre que ce n'était rien, qu'il en avait vu d'autres. Pourtant, une partie de lui sentit une ombre invisible se poser sur sa poitrine. Il marcha dans la maison à grands pas, observant chaque objet comme s'il cherchait un indice. Il finit par s'adosser au mur, respirant profondément pour calmer son cœur. « Arrête, Lomé, c'est juste une blague », se murmura-t-il. Mais le doute s'installait déjà, insistant, dérangeant. Une inquiétude qu'il n'arrivait pas à définir, un malaise qui lui collait à la peau. Finalement, il décida d'ignorer le message. Il passa à la douche, s'habilla tranquillement, puis sortit acheter à manger. Il dépensa un peu d'argent, juste assez pour se faire plaisir, rien de plus. En revenant chez lui avec son sac de repas, il se sentit presque fier d'avoir gardé la tête froide. Mais à peine avait-il posé le sac que son téléphone vibra une seconde fois. 18 heures, il vous reste 29,8 millions. Si à 23 heures l'argent n'est pas fini, quelqu'un mourra. Il resta immobile, glacé. Cette précision, cette exactitude. Ce n'était plus un simple jeu. Une sueur froide coula dans son dos. Pourtant, au lieu de paniquer, il fit ce qu'il faisait toujours face à l'inconnu, il entra dans le déni. Il éteignit son téléphone, se jeta sur son lit et s'endormit, persuadé qu'il ne se passerait rien. Mais au fond, quelque chose se déchirait déjà en lui. Une inquiétude profonde, sombre, silencieuse. Une voix intérieure qui l'étouffait volontairement. Ce qu'il ignorait, c'est que pendant qu'il dormait, la prophétie du père de Kenyan se réveillait. Le lendemain matin, Lomé ouvrit les yeux lentement, comme après une nuit trop calme pour être vraie. Il prit son temps, s'étira, alluma son téléphone, et vit immédiatement un appel manqué. Puis un autre. Puis 3 messages d'un même ami. Son cœur accéléra sans raison apparente. Il rappela rapidement, encore à moitié endormi. Mais dès que son ami décrocha, un silence étrange traversa la ligne, un silence lourd, froid,
presque métallique, le genre qui précède les catastrophes. Puis la voix tremblante de son ami brisa l'air. Ce qu'il allait entendre allait pulvériser toutes ses certitudes. Lomé, j'ai une mauvaise nouvelle. Le jeune homme sentit une brûlure dans sa gorge. Ta petite amie. Malika, elle est morte cette nuit. Tout son corps se figea. Morte? Comment ça morte? Elle allait bien, hurla-t-il. La réponse tomba comme une pierre glacée, on ne comprend pas. Elle s'est effondrée chez elle, personne n'a rien pu faire. Les mains de Lomé devinrent froides. Une sensation étrange lui remonta dans le ventre. En une seconde, son esprit revit les messages de la veille. Les menaces. Les montants. Les heures. Tout se recolla brutalement. Il lâcha son téléphone et tomba à genoux, respirant comme si l'air lui manquait. Son cœur battait trop vite, sa vision se brouillait. La culpabilité l'écrasa comme un poids immense. Il se repassa chaque détail, le premier message ignoré, le deuxième écarté, l'heure fatidique dépassée. Une horreur pure se glissa en lui, une peur qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Ce n'était plus une menace abstraite. C'était réel. Une vie, une vraie vie, venait de disparaître à cause de lui. À cause de son refus de croire. À cause de sa cupidité. Une vibration de téléphone coupa ses sanglots. Avec des mains tremblantes, il prit l'appareil. Un nouveau message, une victime déjà. Si aujourd'hui vous ne finissez pas les 30 millions, une autre personne mourra. Cette fois, il ne rit pas. Il ne protesta pas. Il se leva d'un bond, ouvrit la mallette et sentit son cœur se serrer devant les piles de billets. Il n'avait aucune idée de comment dépenser autant en une seule journée, mais il savait une chose, il n'avait plus le choix. Il attrapa la mallette et sortit de la maison en courant, comme si la mort le poursuivait. Dans la rue, son souffle était court, son esprit brouillé. Chaque visage croisé lui rappelait qu'une autre personne innocente pouvait mourir à cause de lui. Il courait sans vraiment réfléchir, poussé par une terreur viscérale. Il n'était plus le voleur confiant d'autrefois, il n'était plus qu'un homme traqué par quelque chose d'invisible. Cette journée serait la première d'une longue série. Une course contre la mort, un cycle infernal qui allait dévorer son âme jour après jour. Dès le lendemain de la mort de Malika, la mallette était de nouveau là, posée au milieu du salon comme un rappel cruel. 30 millions, exactement comme la veille. Lomé Kalondo resta longtemps debout devant elle, tremblant, incapable de comprendre comment une chose pareille pouvait exister. Ce n'était plus de l'argent, c'était une menace déguisée. Une malédiction. Le matin était calme, mais son cœur battait comme dans une tempête. Il savait ce qu'il devait faire, dépenser chaque billet avant minuit. Pas réfléchir. Pas respirer. Juste courir. Mais la simple idée d'une autre journée comme celle-ci l'épuisait déjà. Dès la première heure, il ressortit de chez lui avec la mallette serrée contre sa poitrine. Il se rendit dans une agence immobilière de luxe. La réceptionniste le dévisagea, surprise de voir un jeune homme du quartier demander les villas les plus chères. Sans négocier, il loua une maison avec piscine, jardin et mobilier haut de gamme. Il paya plusieurs mois d'avance, juste pour faire descendre le montant le plus vite possible. Pourtant, même après cette dépense gigantesque, la mallette semblait encore trop lourde. Il réalisa alors que son vrai problème n'était pas l'argent, c'était le temps. À mesure que la journée avançait, une fatigue étrange s'abattit sur lui. Pas la fatigue du corps, mais celle de l'esprit. Chaque boutique où il entrait, chaque objet qu'il achetait lui donnait la sensation de s'enfoncer dans un gouffre sans fond. Il remplissait des sacs de vêtements hors de prix, de parfums, de montres, de chaussures. À chaque paiement, il jetait un coup d'œil à l'heure, le cœur serré. Il vivait avec l'idée constante que quelqu'un pourrait mourir si jamais il ralentissait. Cette pensée le rongeait. Il n'achetait pas pour lui. Il achetait pour éviter la mort. L'après-midi, il se rendit dans un magasin d'électronique et acheta tout ce qu'il voyait, télévision Giant, ordinateur, tablette, téléphone dernier modèle. Il ne regardait même plus les prix. Il remplissait des chariots entiers, sous le regard surpris des vendeurs. Puis il loua plusieurs voitures de luxe, limousines, voitures blindées, 4x4 dernier cri.
Il paya tout cash. Malgré ses efforts, l'heure tournait plus vite que son argent ne disparaissait. Alors il força la machine. Il commanda des repas pour des dizaines d'inconnus, invita des groupes entiers dans un restaurant cher. Il dépensait frénétiquement, comme un homme qui se noie. À 23 heures pile, épuisé, vidé, les mains tremblantes, il ouvrit la mallette une dernière fois. Vide. Juste à temps. Son téléphone vibra, félicitations. Rendez-vous demain. Ces mots glacèrent son sang. Il comprit que ce n'était pas un test de 24 heures, mais une routine destinée à le briser. Il s'effondra sur son lit, incapable de penser. Sa gorge brûlait, ses muscles tremblaient, son esprit se fissurait. Il savait que demain, à la même heure, la mallette serait de retour. Les jours suivants furent identiques, chaque matin, la mallette réapparaissait avec ses 30 millions, et chaque soir, Lomé Calondo s'effondrait d'épuisement après avoir tout dépensé. Son corps se fatiguait, son esprit craquait, mais il continuait, poussé par la peur de provoquer une nouvelle mort. Pourtant, un soir, alors qu'il observait les billets restants, une idée dangereuse lui traversa l'esprit. Il ne lui restait qu'1 million à faire disparaître, et il ne savait plus quoi acheter. Il s'assit, tête entre les mains, respirant difficilement. C'est alors qu'il pensa à un ami proche. Une pensée simple, mais fatale. Lomé appela cet ami tard dans la soirée. Quand il le vit arriver, essoufflé et inquiet, il sentit son cœur se serrer. Il lui tendit le million dans une enveloppe, incapable d'expliquer la vérité. « Tiens, frère, j'ai pensé à toi. Utilise ça pour changer ta vie. » L'ami, surpris, ému, le prit dans ses bras. Ses yeux brillaient de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, Lomé ressentit une lueur de soulagement. Il se dit que peut-être, en donnant un peu, il pourrait calmer le poids du destin. Il se coucha ce soir-là persuadé qu'il avait fait un geste noble. Mais le lendemain matin, un appel le réveilla brutalement. La voix au bout du fil tremblait. « Lomé, ton ami, il est mort cette nuit. » Son sang se glaça. Il resta silencieux, incapable de respirer. Le monde autour de lui devint flou. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de tonnerre. Il revit son ami souriant, l'enveloppe dans les mains. La culpabilité l'écrasa instantanément. Ses jambes se mirent à trembler. Avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, son téléphone vibra. Un message apparut, aussi froid qu'une lame sur la peau. Le message disait « Vous ne pouvez pas donner l'argent. Vous pouvez acheter quelque chose pour quelqu'un. Mais pas donner. Sinon, il meurt. » Ces mots le paralysèrent. Il sentit son estomac se nouer, sa gorge se bloquer. Il comprit qu'il n'avait pas commis un simple geste maladroit. Il avait brisé une règle invisible. Une règle que la mallette n'avait jamais prononcée, mais qu'elle avait toujours imposée. Il marcha dans la maison en tournant en rond, ses mains sur la tête, répétant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Les murs semblaient se resserrer autour de lui, comme pour l'étouffer. Assis par terre, le dos contre le mur, Lomé sentit une vérité terrifiante s'installer en lui. Il n'était pas libre. Il n'avait jamais été libre. La mallette décidait, imposait, punissait. Elle contrôlait sa vie et même les vies autour de lui. Son geste généreux n'avait pas été un acte de bonté, mais une condamnation. Il ferma les yeux, submergé par un effondrement total. Désormais, il le savait, l'argent n'était pas là pour aider. Il était là pour détruire. La nuit tombait sur Kobanza quand le téléphone de Lomé vibra, brisant le silence lourd qui pesait dans la maison. Il était assis au sol, dos contre le mur, encore brisé par la mort de son ami. Ses yeux fatigués se posèrent sur l'écran éclairé. Il redoutait ce moment, car chaque message apportait une menace nouvelle. Lorsqu'il l'ouvrit, son souffle s'arrêta. Le texte, court et glacial, vibrait d'une autorité inhumaine. « Demain, vous donnerez 1 million à 30 personnes. Si vous échouez, vous le regretterez. » Une sueur froide coula le long de sa nuque. Il comprit immédiatement, quelque chose venait de changer. Jusqu'ici, la règle avait été simple et brutale, dépenser, mais ne jamais donner. Pourtant, la mallette exigeait maintenant l'inverse. 30 personnes. 1 million chacune.
En une seule journée. Et aucune explication. Lomé resta immobile, les mains tremblantes, le regard vide. Tout son corps refusait de comprendre. Comment une mallette pouvait-elle changer ses propres lois? Pourquoi 30 personnes précisément? Il sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange d'écœurement et de peur pure. La demande n'avait rien d'un ordre financier. C'était autre chose. Un nombre précis. Une cible. Une sélection invisible. Et ça, il le savait, c'était mauvais signe. Il tenta de respirer, mais la panique montait comme une vague incontrôlable. Il serra ses cheveux entre ses doigts, répéta en murmurant « Pourquoi 30 ? Pourquoi maintenant ?» Il n'y avait aucune logique humaine. Tout ce qu'il voyait, c'était un rituel. Un sacrifice déguisé sous forme de générosité forcée. Il se leva brusquement, fit les 100 pas dans la maison, le cœur battant à s'en briser. Il sentait une force invisible le traquer, le pousser, l'utiliser. À cet instant, Lomé ne se sentit plus comme un voleur, ni même comme une victime, il se sentit comme un outil. Un pion. Un simple transporteur de destin. Au lever du jour, la mallette était déjà pleine, parfaitement ordonnée. 30 millions. 30 vies à toucher. 30 destins à bouleverser. Lomé sortit de chez lui, tremblant, mais déterminé par la peur. Il commença par ses amis proches. L'un après l'autre, il leur remit 1 million sans explication. Il le remerciait, pleurait, l'embrassait. Il voyait un homme généreux alors que lui ne voyait qu'un couloir sombre où il les envoyait sans le vouloir. Ensuite, il passa chez ses oncles, ses tantes, puis chez des connaissances. Chaque billet donné lui donnait l'impression de commettre un crime invisible. Mais il obéissait. Il devait obéir. À la fin de la journée, il se rendit dans une boîte de nuit bondée pour finir la liste. Il monta sur scène, leva les mains et distribua les billets par poignées. La foule s'enflamma. Certains criaient de joie, d'autres se bousculaient pour attraper un morceau de rêve. Mais Lomé ne ressentait rien. Dans son regard, il n'y avait qu'une terreur sourde. Il venait d'offrir 30 millions à 30 personnes, comme la mallette l'avait ordonné. En rentrant chez lui, il sentit son âme frissonner. Il savait qu'il n'avait pas donné des bénédictions. Les jours suivants commencèrent comme un mauvais rêve qui refuse de s'arrêter. Le premier appel arriva tôt le matin. Lomé, il est mort cette nuit. La voix tremblait. Il sentit son ventre se nouer. L'après-midi, un deuxième appel. Elle aussi, on ne comprend pas, le lendemain, un troisième. Puis un quatrième. Les noms s'enchaînaient comme si la mort avait ouvert une liste invisible. Son cœur se serrait à chaque sonnerie. Chaque voix portait le même tremblement, le même choc. Et, pire que tout, il reconnaissait chaque nom. Tous faisaient partie du groupe des 30. Au 15e décès, il s'effondra dans le salon, incapable de rester debout. Ses mains tremblaient si fort qu'il n'arrivait même plus à tenir son téléphone. Les visages des victimes défilaient dans sa tête, mêlés à leurs sourires, à leurs remerciements, à leurs prières exprimées la veille. Il comprit que ce n'était pas une coïncidence. Pas une série de malchances. C'était intentionnel. Précis. Exact. Une organisation invisible accomplissait un plan qu'il n'avait jamais vu. Il revit soudain le message « Vous donnerez à 30 personnes ». Et il comprit que le chiffre n'avait rien d'innocent. C'était un rituel. Un tremblement le parcourut entièrement. Il se mit à pleurer, à sangloter comme un enfant. La culpabilité l'écrasait, mais ce n'était pas la pire douleur. Ce qui le détruisait, c'était la compréhension, il n'avait jamais eu de choix. La mallette avait sélectionné 30 vies, et lui les avait offertes sans le savoir. Il était devenu le bras d'un système qu'il ne comprenait pas, un intermédiaire entre l'argent et la mort. Il sentit sa tête tourner, son souffle se couper. Son esprit se fissurait. Il ne savait plus s'il devait hurler, courir ou disparaître. La terreur l'avala entier. Il tenta d'échapper à cette réalité. Il sortit en courant, traversa le quartier sans savoir où aller. Il marchait comme un homme perdu, murmurant des excuses à des fantômes. Chaque pas résonnait dans sa tête comme une condamnation. Il se rendit chez une des familles endeuillées,
mais au moment de frapper, ses jambes cessèrent de répondre. Comment regarder dans les yeux des gens qu'il avait condamnés? Il recula, fuyant sa propre ombre. De retour chez lui, il se mit à fouiller la maison, cherchant un moyen de casser la mallette, de l'ouvrir, de la brûler. Rien n'y faisait. Elle restait intacte. Au 20e décès, il perdit totalement pied. Il tourna en rond dans sa maison comme un fou, les yeux rouges, les cheveux en bataille. Chaque nouveau nom le brisait davantage. Au 25e, il cessa de répondre au téléphone. Au 30e, il s'effondra au sol, vidé de tout. Tout était clair désormais, ce n'était pas de l'argent, c'était un rituel. Un sacrifice soigneusement orchestré. Et lui en avait été l'exécutant. Il comprit qu'il avait atteint un point de non-retour. À 27 ans, Lomé n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux creusés, ses mains tremblantes, son souffle court témoignaient d'un homme brisé par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Cette nuit-là, après le 30e décès, il resta assis longtemps face à la mallette, posée exactement au centre du salon comme un animal patient. Elle ne vibrait pas, ne bougeait pas, mais sa simple présence suffisait à l'étouffer. Un frisson s'empara de lui. Il devait fuir. Il devait s'en débarrasser, peu importe comment. Son instinct le hurlait, « Pars, avant qu'elle ne te prenne toi aussi ». Il sortit de la maison en pleine nuit, serrant la mallette comme on porte un fardeau maudit. La ville dormait, mais le vent semblait murmurer autour de lui. Il marcha vers la mer, là où les vagues frappaient les rochers avec une violence presque libératrice. Arrivé au bord de l'eau, il leva la mallette au-dessus de sa tête, criant d'un souffle brisé, « Va-t'en. Laisse-moi. » Puis il la jeta de toutes ses forces dans l'océan noir. Le choc des vagues résonna. Il resta immobile, persuadé que c'était terminé. Enfin libre. Enfin débarrassé, pensait-il. Sur le chemin du retour, il respirait plus vite, les jambes encore tremblantes. Il se persuadait que tout allait changer maintenant, que le cauchemar prendrait fin. Mais en entrant chez lui, il sentit son cœur s'arrêter. La mallette était là. Exactement à l'endroit où il l'avait laissée la veille. Sèche. Propre. Brillante. Comme si l'océan ne l'avait jamais touchée. Il recula d'un pas, incapable d'émettre le moindre son. Ses pensées se brouillèrent. Son souffle se brisa. Il sentit les larmes monter, des larmes de panique pure. Ce n'était plus une coïncidence. Ce n'était plus humain. C'était spirituel. Il tenta une autre méthode. Le lendemain, il monta dans un taxi, posa la mallette sur le siège arrière et descendit brusquement, laissant la porte ouverte. Le taxi démarra rapidement, disparaissant à l'angle d'une rue. Lomé se sentit presque soulagé. Mais après 3 pas, il se figea. La mallette était devant sa porte, immobile, l'attendant comme un chien fidèle. Son corps entier se contracta. Il chercha une 3e solution, le marché. L'endroit le plus bondé, le plus bruyant de la ville. Il abandonna la mallette entre 2 vendeuses et partit sans se retourner. Mais la nuit tombait déjà. Lorsqu'il poussa la porte de sa maison, ses jambes se mirent à trembler. La mallette reposait dans sa cuisine, parfaitement posée, comme si elle connaissait mieux les chemins de la ville que lui. Il tomba à genoux, le souffle coupé. Il comprit que courir ne servait plus à rien. La mallette n'était pas un objet matériel. Elle était liée à lui, à son destin, à quelque chose d'invisible. Elle ne voulait pas être abandonnée. Elle voulait être obéie. Et peut-être même, le détruire. Cette nuit-là, après la dernière tentative échouée, Lomé resta longtemps assis dans l'obscurité. La mallette trônait au milieu de son salon, silencieuse mais imposante, comme un juge attendant sa sentence. Il n'avait plus d'énergie, plus de larmes, plus d'échappatoire. Tout son corps tremblait, non plus de panique, mais d'une résignation glacée. Une seule idée lui revenait sans cesse, retourner à la villa du milliardaire. Celui à qui appartenait la mallette. Celui qui, peut-être, détenait la clé de ce cauchemar. La peur s'accrochait à sa gorge, mais il savait qu'il devait y aller. C'était sa dernière chance. Au lever du soleil, il hissa la mallette contre son torse, comme on porte un cercueil miniature, et sortit dans la rue presque déserte.
Il est là un taxi et s'assit sans dire un mot. Le conducteur jeta un coup d'œil inquiet à son visage creusé, mais ne posa aucune question. À mesure que le véhicule se rapprochait du quartier riche, Lomé sentait la peur monter en lui comme une vague brûlante. Quand ils arrivèrent à la hauteur de la villa, son souffle se coupa. Elle était métamorphosée, gardes armés, voitures noires, caméras mouvantes. Un véritable bastion. Il demanda au taxi de s'arrêter plus loin et descendit discrètement. Pendant de longues minutes, il observa la villa depuis l'ombre d'un vieux mur. Chaque garde qui passait lui donnait l'impression qu'il allait s'évanouir. Sa gorge était sèche. Ses mains moites. La peur le rongeait, mais une autre émotion naissait en lui, un courage forcé, brutal, né du désespoir. Il n'avait plus rien à perdre. Pas de famille. Pas d'amis. Pas de futur. Alors, il inspira profondément, essuya ses larmes d'un revers tremblant et avança vers le portail comme un condamné marchant vers son juge. Les gardes le repérèrent immédiatement. « Et tu veux quoi » lança l'un d'eux d'une voix ferme. Lomé sentit ses jambes faiblir, mais il leva quand même la mallette. « Je veux voir votre patron. C'est vital. » Les gardes échangèrent un regard, puis l'un d'eux ouvrit le portail en silence. Comme si sa présence était attendue. Il fut conduit dans un immense hall où le sol de marbre brillait comme de l'eau glacée. Le milliardaire l'attendait, debout, mains croisées derrière le dos. Son regard était calme, trop calme. Lomé s'avança, la mallette serrée contre lui. Arrivé à quelques pas du milliardaire, il posa la mallette au sol d'un geste lourd. « Je vous la rends, je n'en veux plus, elle revient toujours, elle me détruit. » Sa voix se brisait. Le milliardaire observa la mallette du bout des yeux, puis sourit. Un sourire étrange, sans chaleur, sans âme. « Tu sais, tu es loin d'être le premier à me la rapporter. » Lomé sentit son cœur se contracter. Le riche homme fit un pas vers lui. « Maintenant, tu vas enfin comprendre qui tire les ficelles. » Le milliardaire s'avança lentement, son ombre glissant sur le marbre comme un serpent silencieux. Lomé n'osait plus respirer. L'homme sembla presque amusé en observant la mallette posée entre eux. Puis il déclara d'une voix douce, presque chaleureuse, « Je m'appelle Maregun Jala. » Ce nom résonna dans la pièce comme une porte interdite qui s'ouvre. Tout près, deux gardes restaient immobiles, prêts à intervenir au moindre geste. Lomé sentit le poids de centaines d'yeux invisibles peser sur lui. Ce qu'il allait entendre, il le devinait déjà, ne lui plairait pas. Son cœur tambourinait, prêt à se briser. Maregun Jala posa le bout de son doigt sur la mallette. « Tu veux comprendre ? Très bien. Tu n'es pas le premier à venir ici avec elle. Tu es le 200e. » Le mot tomba comme un coup de massue. 200e. Lomé sentit son souffle se couper. Avant toi, 199 porteurs ont eu l'arrogance de croire qu'ils pouvaient utiliser ce que tu appelles l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent. C'est un contrat. Un cycle. Un système qui existait avant toi, et qui existera après toi. Lomé déglutit difficilement. Mais, pourquoi moi ? Pourquoi elle est revenue chez moi ? Maregun sourit, un sourire lent, cruel, presque amusé par l'ignorance de Lomé. Parce que tu es parfait. Tu es cupide, tu es rapide, tu es discret, et surtout, tu es naïf. Ces mots frappèrent Lomé en plein cœur. Humiliation. Il baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard qui le transperçait. Tu penses être spécial, continua le milliardaire. Tu ne le es pas. Vous avez tous la même histoire, pauvre, ambitieux, impatient. Vous prenez sans réfléchir. Vous jouez avec la nuit. Et la nuit réclame toujours un prix. Lomé sentit sa gorge se serrer. Tout son corps brûlait d'incompréhension. Les 30 morts. Murmura Lomé, la voix cassée. Et c'était prévu, depuis le début. Maregun s'approcha jusqu'à être à un souffle de lui. Évidemment. Chaque porteur doit offrir ses 30. C'est ainsi que le cycle se nourrit. Certains l'ont compris trop tard, d'autres ont essayé de fuir comme toi. Mais personne ne s'en débarrasse. Parce que la mallette ne cherche pas un voleur, elle cherche un intermédiaire.
Lomé sentit un vertige le traverser. Il voulut s'éloigner, mais 2 gardes se rapprochèrent. « Et moi ? Qu'est-ce que vous allez faire de moi maintenant » demanda-t-il dans un souffle brisé. Maregunjala leva doucement la tête, comme s'il écoutait un murmure que Lomé ne pouvait pas entendre. Puis il déclara. « Ton contrat est terminé. Le cycle a pris ce qu'il voulait. Tu ne sers plus à rien. » Ces mots furent pires qu'une condamnation. « Alors, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Le milliardaire sourit encore une fois, un sourire vide, mécanique. « Tu vas comprendre ce que signifie être repris. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Lomé. Une terreur glaciale lui envahit les entrailles. Lorsque Lomé échappa enfin à la villa de Maregunjala, il marchait comme un homme déjà mort. Sa tête résonnait encore des mots du milliardaire, « Tu vas comprendre ce que signifie être repris. » Une phrase lourde, froide, qui ne laissait aucune place à l'espoir. Il avait l'impression qu'une ombre invisible s'était accrochée à son dos. Chaque pas le ramenait vers sa maison avec une appréhension violente. Il savait, sans savoir pourquoi, que quelque chose avait déjà commencé. Quelque chose d'invisible, de silencieux, de définitif. Le contrat était terminé. Le prix allait tomber. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence de la maison n'était plus le silence habituel, c'était un vide. Un vide total. Il bondit hors du lit, alluma la lumière, en 1 seconde, son cœur s'arrêta. La maison était nue. Complètement nue. Plus de canapés. Plus de télévision. Plus de lits. Plus de vêtements. Plus d'électroménager. Même les rideaux avaient disparu. Tout ce que la mallette lui avait permis d'acheter avait été aspiré hors de son existence. Comme si une main invisible avait tout effacé pendant la nuit. Lomé recula, les mains sur la bouche, incapable de comprendre. Il se mit à courir d'une pièce à l'autre, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. Mais chaque pièce n'était qu'un tombeau vide. Une humiliation totale. Un effacement complet. Il tomba à genoux au milieu du salon, frappant le sol de ses poings. Il cria, hurla, supplia, mais aucune réponse ne vint. Le vide le regardait. Le vide lui répondait. Il sentit quelque chose se briser profondément en lui. Pas la peur. Pas la colère. Non. Un vide intérieur, un effondrement que rien ne pouvait réparer. Dans les jours qui suivirent, tout s'écroula autour de lui avec une rapidité brutale. Les gens qui l'appelaient amis disparurent instantanément. Ceux qui buvaient son champagne le soir ne répondaient plus à ses appels. Les voisins qui l'enviaient l'ignoraient. Les femmes qui riaient avec lui l'évitaient. Même sa famille éloignée s'éloigna, prétextant des problèmes, des occupations, des obligations. Les quelques vêtements qu'il trouva encore ne valaient rien. Et quand la date de la location de sa maison arriva, on le jeta dehors sans même lui laisser ramasser ses chaussures. Il marcha, sans savoir où aller, comme un fantôme sans maison. Quelques semaines plus tard, on pouvait voir Lomé assis sur un trottoir poussiéreux, sale, maigri, le regard perdu. Celui qui jetait des billets comme des feuilles sèches n'avait plus que des miettes dans la main. Les passants murmuraient, certains le montraient du doigt. « Ce n'est pas Lomé, là ? Le millionnaire ? Regardez comment il a fini. » Ces mots le frappaient comme des pierres. Il ne pleurait plus. Il ne parlait plus. Il respirait juste, parce que son corps continuait par réflexe. Son âme, elle, s'était arrêtée. À 30 ans, Lomé n'était plus qu'un corps maigre assis au bord d'un trottoir poussiéreux, dans un quartier qu'il avait autrefois admiré. Ses vêtements pendaient comme des lambeaux, ses yeux étaient éteints, et ses mains tremblaient parfois sans raison. Chaque matin, il s'asseyait au même endroit, sous le même arbre fatigué, observant le monde passer sans jamais lui accorder un regard. Certains s'arrêtaient 1 seconde pour le contempler, puis murmuraient entre eux, « Regardez comment il a fini. » C'était pourtant un homme qui avait tout. D'autres préféraient détourner la tête, comme si sa simple présence portait malheur. Dans le silence lourd de ces journées, une pensée revenait toujours, la mallette. Cet objet brillant, séduisant, dangereux, qui avait changé son existence avant de la dévorer. Il repensait au premier message, à la première mort,
aux 30 visages qui avaient disparu à cause de lui. Des gens qui lui faisaient confiance, qui voyaient en lui une bénédiction, alors qu'il portait la destruction dans ses mains sans le savoir. Cette culpabilité lui collait à la peau comme une ombre dont il ne pouvait se séparer. Il passa des heures entières à se demander pourquoi la mallette l'avait choisi, pourquoi elle l'avait ensorcelé, pourquoi elle avait repris tout ce qu'elle lui avait donné. Mais au fond, il connaissait la réponse, parce qu'il avait ouvert la porte lui-même. Par orgueil. Par impatience. Par haine de la pauvreté. Par désir d'être plus grand que ce que la vie lui offrait. C'était là que le piège s'était refermé, lentement, sournoisement. Assis dans la poussière, il regardait les enfants courir, les femmes vendre leurs fruits, les hommes rire entre eux. Personne ne se souvenait de qui il avait été. Personne ne savait ce qu'il avait traversé. Il était devenu invisible, comme si le monde avait effacé son nom. Alors, dans un souffle brisé, il murmura la phrase qu'il aurait voulu comprendre plus tôt. L'argent facile n'enrichit personne. Il dévore d'abord, puis il détruit. Et ce jour-là, même le vent sembla s'arrêter pour écouter la leçon.